sens. Et je peux, comme par exemple, ce serait complètement aberrant, mais je peux très bien développer une phobie des pompes à essence. Parce que j'ai tellement peur des pompes à essence et je ne comprends pas pourquoi. Et comme je ne comprends pas pourquoi, je m'affole encore plus. Certains d'entre nous sont très doués pour s'agiter mentalement, hein, ça n'arrête pas de ruminer. Et donc je commence à m'inquiéter, je me dis il y a un problème ici, où je ne suis pas normal, et puis après j'ai peur d'avoir peur. Et donc ça peut vite devenir un enfer en fait. Et donc vous voyez comment se construit une association qui n'a pas de sens en fait, qui a un sens quand on va dans la logique de l'inconscient, mais qui n'a pas de sens d'un point de vue logique on va dire, parce qu'une pompe à essence, enfin, une station à essence, c'est pas dangereux en soi. Alors ça c'était la deuxième clé. La troisième clé c'est quoi? La troisième clé c'est qu'en fait l'inconscient il est très lent. Il est très lent parce que si vous voulez communiquer avec lui, et lui expliquer que la réalité, c'est pas comme ça, mais c'est comme vous voulez qu'elle soit, idéalement, il faudra le faire avec beaucoup de prudence et beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Et c'est pour ça que l'hypnose que je pratique est une hypnose où en fait on collabore avec l'inconscient plutôt que, comme vous voyez en spectacle d'hypnose, où l'hypnotiseur prend le contrôle et dit dormez, faites ceci. Ici, en hypnose thérapeutique, c'est complètement différent, j'aime bien démystifier. C'est en fait une hypnose où le patient prend le contrôle et comprend que le thérapeute est bienveillant et lui laisse complètement le lead, en fait, donc la capacité de diriger sa propre hypnose. Ça veut dire qu'en fait, l'inconscient, c'est un peu comme un animal sauvage. Un animal sauvage, si on veut l'approcher, on le dompter, ben, il faut y aller très lentement, très doucement. On ne va pas commencer à dire, ok, c'est bon, il n'y a pas de danger, l'essence, c'est pas dangereux, la pompe à essence, c'est pas dangereux. Ça, c'est les gens qui vont vous dire, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ok, tout ça ne sert à rien, évidemment. Donc l'inconscient, on va y aller très doucement. On va d'abord comprendre pourquoi il y a ça. En état d'hypnose, on peut le comprendre. Et puis, on va tout doucement modifier ça. Mais il faut vraiment y aller doucement. Imaginez un animal sauvage, comme un cheval sauvage, par exemple. Ben, le conscient, c'est le cavalier. Et puis le cheval, c'est l'inconscient. Le cheval est beaucoup plus puissant que le cavalier. Si par exemple le cavalier veut aller à gauche, et puis le cheval, lui, il a vu de l'herbe, il veut absolument aller à droite, mais le cavalier va avoir dur si le cheval est sauvage. Donc il faut vraiment le dompter, cet inconscient. C'est une puissance extraordinaire parce qu'une fois que je peux dompter ce cheval, je peux aller où je veux et c'est magnifique. Mais simplement, il faut savoir piloter son cheval, il faut savoir conduire, je ne sais pas comment on dit, excusez-moi, monter son cheval, peu importe. Et donc il faut pouvoir en fait commencer à dompter doucement cette puissance qui est en nous. Et l'idée de, enfin c'est une image, hein, l'image de l'animal sauvage qui est assez effarouché, me parle bien parce que, enfin, c'est comme ça que je l'explique souvent, c'est on va aller vraiment doucement parce qu'il est très lent. Il ne va pas directement dire ok c'est bon j'ai compris. Il va falloir un petit peu de temps. Alors avec l'hypnose ça va très très vite hein, parce que parfois en une séance, pendant une séance on est lent, mais après, ça va très vite. En une séance, ça peut complètement changer. J'ai vu des gens qui, après une séance, changeaient complètement, n'étaient plus alcooliques, ou n'étaient plus dépendants, ou voilà, ou n'avaient plus tel et tel problème. Parfois, ça va prendre quelques séances, mais en général, c'est toujours moins de 10 séances, en tout cas dans le cadre de ce que j'appelle la thérapie brève, hein, enfin de ce qu'on appelle la thérapie brève. Et donc, c'est quand même très rapide finalement. Mais vous voyez qu'il faut tenir compte de cette lenteur de l'inconscient, c'est important. Alors, quatrième clé, ben, c'est paradoxal, il est très rapide. Donc j'ai dit qu'il était très lent, mais à la fois il est très rapide parce que l'inconscient, il nous fait réagir très rapidement en fait. Quand on réagit émotionnellement, eh bien c'est très rapide. Ça a été mesuré, c'est 12 millièmes de seconde. Donc 12 millièmes de seconde, ça va super vite. Imaginez une seconde, couper ça en 12 000 fois, c'est hyper rapide en fait. Donc quand on a des réflexes comme ça, on a beau comprendre, se dire qu'il n'y a pas de danger, c'est plus fort que nous, on va réagir, on va avoir peur, on va avoir une colère qui arrive, une colère qui vient de très très loin, mais on ne sait plus d'où, mais on est en colère souvent, on est souvent agacé par exemple, ou souvent apeuré. Ça va tellement vite quand cette colère démarre. Et c'est pour ça que les thérapies qui visent à comprendre et avoir une vision constructive, c'est très bien, et ce n'est pas suffisant. Donc j'utilise aussi bien sûr, mais ce n'est pas suffisant parce que j'ai beau savoir, j'ai beau me dire que je devrais faire ceci, clac, c'est trop tard, c'est déjà parti. La réaction émotionnelle est tellement forte, elle est tellement rapide qu'il faut d'autres outils. Et donc l'inconscient a cette puissance de rapidité, beaucoup plus rapide que la pensée consciente. Donc ça c'est la quatrième clé. La cinquième clé, la dernière clé, c'est qu'en fait l'inconscient, c'est un réservoir de ressources extraordinaires. On avait tendance à voir l'inconscient, notamment dans les films des séries B, où on parle de l'hypnose et de l'inconscient, comme à la manière un peu psychanalytique mal comprise, c'est que l'inconscient c'est un réservoir de pulsions, il y a du sadisme, il y a ceci, il y a l'envie de ceci, il y a l'envie de faire l'amour avec sa mère
etc., etc., n'importe quoi en fait, le complexe d'Oedipe, etc. En fait, bon, c'est intéressant d'étudier un petit peu ça, mais moi, j'y crois pas trop. Je crois plutôt que l'inconscient, comme le voyait Milton Erickson, c'est un réservoir de ressources extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a une puissance en nous qui n'est pas exploitée. Et vous pouvez avoir cette image d'une bibliothèque qui est immense, comme la bibliothèque d'Alexandrie, jadis, une bibliothèque immense, et vous ne connaissez peut-être que quelques pourcents de ces livres, en fait. Vous n'utilisez que quelques pourcents de ces livres. Et donc, c'est un peu l'équivalent de ce qui se passe avec nos gènes. Nos gènes, nous avons énormément de gènes dans le corps, c'est vraiment un chiffre astronomique, mais en fait, on n'utilise que très peu de ces gènes. On parle d'ailleurs d'ADN poubelle, ça veut dire, on disait à l'époque de manière un peu orgueilleuse, enfin les scientifiques disaient c'est l'ADN poubelle, c'est l'ADN qui ne sert à rien. Aujourd'hui, on se rend compte que ça ne sert pas à rien du tout et qu'il y a sans doute beaucoup d'informations stockées dans cet ADN. Et en fait, on utilise finalement très peu de notre code génétique. Et on pourrait utiliser beaucoup plus. Et dans l'épigénétique, donc l'épigénétique, c'est ce qui est au-dessus de la génétique, c'est ce qui nous permet en fait de comprendre que nos gènes qui définissent ce qu'on est peuvent être activés ou désactivés. Par exemple, si c'est des gènes qui sont liés au stress, ils peuvent être désactivés. Et des gènes qui sont porteurs de maladies peuvent être désactivés, comme des gènes qui sont porteurs de certaines qualités, de certaines compétences que nous avons au niveau physique ou mental, peuvent être aussi désactivés. Activés, pardon, peuvent être ouverts en fait, activés, exprimés. Et ça dépend de notre hygiène mentale en fait. C'est ce qu'on appelle l'environnement pour les biologistes. Ça veut dire que la cellule, en suivant l'environnement, c'est-à-dire suivant ce qu'on pense, comment est-ce qu'on pense, ce qu'on sécrète donc comme au niveau hormonal, plutôt du cortisol ou de la sérotonine par exemple, ou de la dopamine, eh bien, la cellule va se comporter différemment. Et les gènes vont se comporter différemment, suivant ce que je mange, suivant ce que je respire. Donc nos gènes, en fait, qui ont un potentiel, il y a un potentiel extraordinaire dans nos gènes, on dit qu'on n'utilise que 15% en fait, de cette puissance, eh bien, elle est à notre disposition, comme une grande bibliothèque. Et on a un imaginaire également qui est sans limite. Sauf qu'on n'utilise pas ça parce que nous sommes limités souvent par nos peurs. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit oui mais ça c'est pas pour moi, oui mais ça c'est pas possible, ou la guérison, ben, on n'y croit pas. Donc en fait, on n'essaye même pas. Alors qu'en fait, les études le montrent, en fait, et j'avais fait des vidéos, 4 vidéos sur l'effet placebo, c'est qu'en fait, on peut affecter la façon dont nos gènes s'expriment, les gènes qui permettent de faire en sorte que des protéines vont être créées, des protéines vont être activées et créées par les gènes, qui peuvent être par exemple aussi, ou par exemple, excusez-moi, des cellules souches vont être créées également par les gènes, qui vont faire en sorte que ma peau va se reconstruire plus vite, ou tel muscle va se reconstruire plus vite, ou tel organe va se réparer. Tout ça, c'est possible en fait. Si je rentre dans l'inconscient, dans le système nerveux autonome, et je peux lancer une commande pour que certains gènes s'expriment, certaines compétences s'expriment, eh bien c'est possible. Mais souvent, je suis limité par la peur. Je suis limité par la peur, et par des